C'est l'histoire d'une femme au foyer, dans une banlieue normale. Et tout ce qu'elle veut, c'est s'amuser un peu, de coucher avec un autre homme que son mari. Mais cette histoire se terminera dans un bain de sang. Bienvenue chez Charlotte Podcast Crime, installe-toi confortablement. On y va sans plus tarder. Aujourd'hui, l'affaire Betty Gore. Lors de l'été 80, à Willie, une petite ville du Texas, Betty Gore, 30 ans, sera découverte sans vie, frappée de 41 coups de hache. Et lorsque l'identité de l'assassin sera dévoilée, tout le monde aura du mal à le croire. La police elle-même, qui enquête sur cet homicide, sera stupéfaite qu'une personne aussi petite ait eu la force physique nécessaire pour manier cette hache avec autant de brutalité. Et cette personne, c'est Candace Montgomery, plus connue sous le nom de Candy, une jolie femme au foyer, tout à fait normale, mère aimante, épouse dévouée, une fidèle pratiquante très joviale et l'amie de tous. Alors, comment une femme aussi sympathique, ne faisant aucune preuve de cynisme, a-t-elle pu passer de l'autre côté, à commettre une attaque aussi vicieuse? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Candy avait certaines parts d'ombre dont elle ignorait l'existence, jusqu'à ce jour fatidique. Les habitants de cette petite ville, où repose l'harmonie, seront à l'affût des moindres détails quant à cette histoire sensationnelle, car tout commencera par une idylle amoureuse entre Alan Gore, 30 ans, le mari de Betty, et la pétillante Candace Montgomery. Et cela s'est produit 2 ans plus tôt, soit en septembre 78, sur le terrain de volley-ball de l'église. Candy et Alan, jouant sur le même ballon, se percutent, ce qui semble anodin aux yeux de tous. Néanmoins, pour Candy, ce sera une révélation. Dira même à sa meilleure amie, Sherry, qu'Alan Gore sentait le sexe. Et c'est à cet instant que tout se déclenchera pour la jolie femme. Durant plusieurs semaines, confiera à ses amis son projet d'entamer une liaison. Candy avait besoin de vivre un bouleversement dans sa vie très ennuyeuse avec son mari Pat, qu'elle avait épousé au début des années 70. À 28 ans, se sentait beaucoup trop jeune pour se priver d'expériences sexuelles excitantes. Voulait à tout prix du sexe transcendant. « Je veux des feux d'artifice », disait-elle. Candy connaissait Alan depuis 9 mois. Tous deux se voyaient très régulièrement, car avaient les mêmes attractions, étaient actifs au sein de l'église où ils chantaient dans la même chorale, aidaient à organiser les activités sportives. Alan faisait toutes les choses pour lesquelles Betty ne semblait pas s'impliquer. Jusqu'à cet épisode, Candy n'avait jamais ressenti la moindre attirance envers lui. Mais plus le temps passera, plus cette envie s'accentuera par le comportement de celui-ci qui plaisantera davantage avec elle qu'avec les autres femmes de la paroisse, la taquinera, la fera rire. Tous deux passeront leur temps à flâner sur le parking de la paroisse et lui fera même des clins d'œil sournois, comme s'ils partageaient un petit secret. Pour elle, c'était une évidence. Alan ressentait la même chose qu'elle et saisira sa chance un soir, après la chorale. Alan était sur le point de partir lorsqu'elle se dirigea vers son véhicule, lui disant qu'elle avait besoin de lui parler de quelque chose qui la tracassait un peu. Celui-ci, stupéfait, voudra en savoir plus à cet instant. Donc Candy lui confiera, le regard fuyant, qu'elle pensait énormément à lui, que ceci la dérangeait beaucoup, qu'elle ne savait pas ce qu'elle attendait de lui particulièrement, mais qu'elle était très attirée par sa personne, et lui proposera clairement d'entamer une liaison. Alan se sentira flatté que l'une des femmes les plus attirantes de la paroisse s'intéresse à lui, mais ne saura que dire face à cette proposition. Et dans la confidence, lui avouera que lorsque Betty et lui vivaient au Nouveau-Mexique, l'avait trompé avec un étudiant afin de le punir de ses nombreux déplacements dus à son travail, que cette trahison lui avait fait beaucoup de mal, qu'il ne voudrait pas lui faire la même chose, d'autant plus qu'elle venait de tomber à nouveau enceinte,
et qu'il n'éprouvait pas les mêmes sentiments pour elle qu'envers sa femme. Candy approuvera, rétorquant qu'elle ne veut pas non plus nuire à son mariage, qu'elle aime Pat, elle aussi, mais tout ce qu'elle veut, c'est de coucher avec lui, et lui promettra de ne plus lui en parler. À cet instant, Alan l'embrassera et sortira du véhicule rapidement. Quelques jours plus tard, Candy avouera à Sherry qu'elle se sentait vexée d'être rejetée par Alan et qu'elle ne comprenait pas son attitude. Pourquoi lui avoir échangé un baiser qui était de loin fraternel s'il ne voulait pas aller plus loin? Que tout ce qu'elle voulait, c'était vivre une aventure palpitante. Les jours suivants, Alan pensera de plus en plus à Candy, voudra l'appeler mais se sentira ridicule, mal à l'aise, et pensera aussi, tout en ressentant de la culpabilité, à quel point Candy était bien différente de sa femme. Betty était toujours aussi austère, pendant que Candy, elle, était toujours debout, occupée, sûre d'elle, décontractée, chaleureuse. Betty Pomeroy est née le 9 janvier 1950 à Harper County, au Kansas. Était belle, portait l'innocence, toujours au centre de l'attention, et son large sourire hollywoodien faisait d'elle une des filles les plus populaires de sa petite ville natale, Norwich, au Kansas. À l'université, est tombée folle amoureuse de son prof de maths, Alan, et lorsqu'ils ont décidé de se marier, ses proches, dont sa famille, étaient très surprises, ne voyant en aucun cas ce qu'elle pouvait trouver chez lui d'intéressant. Alan était un petit homme simple, les cheveux déjà dégarnis pour son jeune âge, avait les joues gonflées, et sa timidité le faisait souvent paraître comme étant sévère, distant ou même snob. Le couple se mariera en janvier 70 et s'installeront à Willie. Leur premier enfant naîtra par la suite au nom de Aliza. Alan obtiendra un poste à Rockwell International, qui est un groupe d'entreprises américaines aux activités différentes comme l'aéronautique, et sera un important sous-traitant de la défense, ce qui l'obligera à beaucoup voyager. Betty, elle, acceptera un poste d'institutrice dans une école primaire non loin de Willie, mais le quittera très vite, ne pouvant contrôler les élèves indisciplinés, ce qui n'arrangera pas sa phase de dépression. Au fur et à mesure, changera de comportement auprès de son mari, deviendra de plus en plus dépendante. La peur de l'abandon chez elle s'accentuera, détestera que son mari parte fréquemment en déplacement. Malgré cette situation plus que pesante, Betty sera bien déterminée à ce que les choses changent, éprouvera le besoin de concevoir un autre enfant, mais cette fois-ci planifiera cette grossesse à la semaine afin que le bébé naisse au milieu de l'été, sans prendre en considération les désirs de son mari. Ainsi, leur vie sexuelle deviendra inexistante, uniquement mécanique et impartiale, afin qu'elle tombe enceinte, et dirigera le couple à sa manière. 3 semaines après la proposition alléchante, Alan et Candy ne se parleront pas. Et ces semaines ne seront pas faciles pour elle, car se sentira stupide de s'être jetée sur Alan et qu'elle soit ainsi rejetée. En plus d'être gênée, craindra qu'il ait moins d'estime pour elle et se disputera sans cesse avec Pat. Quelque temps après, Alan décidera de la contacter pour qu'ils puissent déjeuner ensemble afin de se parler. L'homme ayant changé d'avis, tous deux se mettront d'accord. Avant d'entamer leur liaison, Candy dressera une liste avec les avantages et les inconvénients. Ensuite, établiront des règles à respecter, parmi lesquelles figurent ne pas s'impliquer trop émotionnellement, se donner rendez-vous uniquement en semaine au Como Hotel. Toutes les dépenses devront être partagées équitablement. Candy se proposera de préparer leur déjeuner, mais les plus importantes seront que si cette liaison devenait trop risquée, il faudrait y mettre un terme dans l'immédiat. Que si l'un d'entre eux commence à développer des sentiments, ce sera terminé sur le champ, car c'est comme ça que l'on se fait prendre. Et leur liaison durera près d'1 an. Et bien qu'ils se soient promis de garder une relation purement sexuelle, les deux amants partageront une complicité qui renforceront leurs liens, passeront leur temps à discuter, à se téléphoner, à être impatients de se retrouver.
Les moments passés avec Andy seront pour lui le seul moment où il ne se sentira pas responsable des émotions des autres, l'horrible fardeau de rendre Betty heureuse. Se sentira comme un homme sans passé, sans avenir, qu'Andy le comblera d'une manière simple et sans culpabilité. Avant Betty, Alan n'avait pas connu d'autre femme, et pour lui, d'une certaine manière, cette liaison l'aidera à renforcer son couple. Mais au début du mois de juin, voyant que leur relation dépassait les limites qu'ils s'étaient fixées, voudront faire une pause, au moins jusqu'à ce que Betty accouche. Et de son côté, Candy, qui continuera de nouer ses liens d'amitié avec Betty, ne ressentira aucune gêne et d'ailleurs, rappelons-le, ne se sentira jamais mal à l'aise avec ça, songera à lui organiser une baby shower lors d'un dîner de chorale à l'église, un mois avant la date de son accouchement. Et au début du mois de juillet, la petite Bethany naîtra, ce qui rapprochera le couple. Betty aura l'air beaucoup plus apaisée, sereine, mais cela ne durera qu'un temps. Les crises et les reproches reprendront de plus belle. De plus, la dépression postpartum n'arrangera guère la situation. Du côté des amants, eux reprendront leurs activités au Como Hotel vers la fin du mois de juillet. Et cela semblera bien différent. Candy deviendra plus réservée, se mettra à se plaindre de choses sans importance, à carrément critiquer l'attitude désobligeante de sa propre femme, ce qui ne lui ressemblait pas du tout. Et pour la première fois, Alan ressentira de la culpabilité à se trouver dans un hôtel miteux avec sa maîtresse, pendant que Betty, sa femme, elle, s'occupait seule de leurs 2 enfants, et soudain ne se sentira pas bien dans sa peau. Candy envisagera même de quitter Pat, tout en ayant peur de lui faire du mal. Mais pour Alan, cette idée était inenvisageable. Jamais ne quittera sa femme, pas même pour la pétillante Candy. Du côté des Gore, profiteront d'un séjour pour s'échapper chez les parents de Betty au Kansas, ce qui arrangera l'homme qui ressentira le besoin de s'éloigner de la jolie femme. Ce séjour rendra Candy furieuse. Lors d'une nuit, Betty voudra coucher avec Alan, ce qui le surprendra car depuis leur mariage n'avait jamais pris ce genre d'initiative. Tous deux avaient des rapports pas plus d'une fois par mois et n'en avaient pas eu bien avant la naissance de Bethany. Mais Betty s'y prendra de façon agressive. Lui, n'en aura pas envie. Alors, se sentant gênée, humiliée et surtout blessée, Betty se mettra à pleurer, tirant des conclusions hâtives, pensant qu'Alan ne l'aimait plus, et cela sera un déclic pour lui. Il fallait qu'il mette un terme à sa liaison sur le champ. Le lendemain, lors de leur déjeuner, Alan lui confiera que cette relation affecte son mariage, qu'ils sont devenus trop proches, qu'il a besoin de remettre de l'ordre dans sa vie, mais ne trouvera pas les mots afin de rompre définitivement. Et Candy aura du mal à l'entendre, lui fera un tas de reproches. À la suite de ce déjeuner, lors de leur conversation téléphonique, Candy deviendra de plus en plus froide et hostile, ne pouvant supporter l'idée qu'Alan ait si peu de considération pour ses sentiments, et lui avouera qu'elle l'aime. À la suite de l'incident avec Alan, Betty tombera dans un profond découragement, sera maussade, déprimée, et cela durera plusieurs semaines. Plus tard dans le mois, ne pouvant continuer à effectuer de nombreux déplacements à cause de sa femme, obtiendra un poste dans une nouvelle société, ECS Télécom, ce qui n'empêchera pas Betty d'être craintive face aux nouvelles responsabilités de son mari. Du côté des amants, obtenant son nouveau poste, ce sera difficile pour lui de consacrer du temps à sa maîtresse, mais la pétillante deviendra, elle aussi, dépendante d'Alan, insistera afin qu'ils se revoient, et lors d'un déjeuner, lui annoncera que Betty envisage qu'ils se rendent à Marriage Encounter. C'est une sorte de thérapie de couple religieux qui sauve les mariages. Candy sera furieuse, lui répliquant que cette thérapie signera la fin de leur idylle. Lors de leur arrivée au château médiéval de Marriage Encounter, dont les mots d'ordre sont communiquer et ressentir, le couple Gore sera au début très sceptique quant au programme proposé au sein de cette thérapie, mais au fur et à mesure, dans la chambre 321, le couple procédera à toutes sortes d'exercices leur permettant de se rapprocher, de renforcer leurs liens. Et côté sexualité,
reprendront de plus belle. À la fin de ce programme, renouvelleront leurs vœux. Betty sera métamorphosée. Avant de rentrer à leur domicile, le couple récupérera leurs enfants gardés par les Montgomery. Candy verra le couple transformé, ce qui la rendra malade de jalousie. Quelques jours après, les deux amants se reverront pour leur déjeuner habituel, et ce sera l'heure des révélations, car Alan lui fera comprendre que cette thérapie avait changé sa vie de couple, et cela ne plaira pas du tout à Candy, qui lui fera une nouvelle fois un tas de reproches, et soudainement, l'attitude de celle-ci ne lui donnera plus envie de coucher avec. Toutefois, aura du mal à lui prononcer les mots tels que « je veux rompre ». Ce sera donc Candy qui prendra l'initiative, malgré elle, de lui dire qu'elle ne tentera plus de le joindre, de le revoir, voulant voir comment il réagirait. Mais Alan ne prononcera pas un mot, sera même soulagé qu'elle prenne les devants. Face à ce silence, Candy sera offusquée. Peu de temps après la séparation des deux amants, Candy, qui avait du mal à le digérer, décidera de convaincre Pat afin que eux aussi participent à la thérapie de couple, mais bien qu'ils aient apprécié, ne vivront pas la même expérience qui changerait leur vie comme Betty et Alan. Toutefois, lors de cet été 80, entameront un sentiment de bonheur paisible dans leur vie, qu'ils n'avaient pas vécu depuis un très long moment. Mais cela allait bientôt changer. Durant la matinée du vendredi 13 juin 1980, Candy s'occupera d'organiser le spectacle des marionnettes comme elle en a l'habitude, qui sera célébré au sanctuaire et sera complètement débordée, car aura plusieurs tâches importantes à effectuer, notamment se rendre au domicile des Gore afin de récupérer le maillot de bain d'Alisa, qui les accompagnera ce soir-là au cinéma pour aller voir Star Wars. Chez les Gore, Alan, lui, préparera ses affaires, car après sa journée de bureau, devra partir directement 2 jours en déplacement pour son travail à Saint-Paul, dans le Minnesota. Ce qui agacera Betty, car ne supporte pas de rester seule. Mais Alan essaiera de la rassurer en lui disant qu'il sera de retour très vite, et qu'en rentrant, partiront en voyage pour la Suisse, que ce sera inoubliable. Mais la vraie raison qui inquiète Betty à ce moment-là, c'est qu'elle a 2 semaines de retard et qu'elle rencontrera des difficultés à s'occuper d'un autre bébé si celui-ci était souvent absent. Alan trouvera les bons mots afin de la réconforter et s'en ira le cœur lourd. Du côté de Candy, racontera la parabole des 3 arbres, qui est un conte religieux, aux enfants présents dans le sanctuaire, et se dépêchera afin de se rendre chez Betty pour ne pas manquer le spectacle des enfants, ce qu'elle expliquera aux autres femmes de la paroisse afin de justifier son absence. L'air serein se rendra au 410 rue Dogwood. Et en ouvrant la porte, Betty, qui ne l'attendait pas avant midi, aura l'air ennuyée qu'elle débarque au moment où elle comptait se reposer. Tout en usant de son côté charmant, Candy lui proposera d'emmener Alisa pour aller voir l'Empire contre-attaque, également d'accompagner la petite à ses cours de natation, tout en lui précisant que cela ne la dérange pas, afin que cela l'épargne d'un trajet supplémentaire. Betty aura l'air tendue, comme si elle avait hâte que celle-ci s'en aille au plus vite, mais finira par se détendre par la suite et lui précisera une chose, que si elle accompagne Alisa au cours de natation, de se souvenir qu'elle a peur de mettre la tête sous l'eau, auquel cas de lui donner des bonbons à la menthe poivrée. C'est la récompense qu'ils utilisent. Candy acceptera, s'apprêtera à partir, lorsque soudainement Betty ne bougera pas de sa chaise, aura les yeux complètement vides et lui posera une question calmement, à savoir « As-tu une liaison avec Alan ?» Candy, stupéfaite, lui répondra un peu trop vite que non, mais Betty plissera les yeux et une attitude d'acier se glissera dans son ton. « Mais vous l'avez fait, n'est-ce pas ?» Candy lui répondra « Oui, mais que c'était il y a longtemps ». Tout en restant immobile, fuyant son regard, Betty restera silencieuse et regardera au-dessus de sa tête en étant transpercée, maussade. Candy lui demandera si c'est Alan qui le lui a dit, essaiera d'obtenir un signe en la regardant, et Betty lui demandera d'attendre 1 minute, tout en se levant de sa chaise afin de se rendre dans la buanderie.
et disparaîtra. Pendant ce temps, la pétillante se posera tout un tas de questions en étant paniquée. Lorsqu'au bout de quelques secondes, Betty réapparaît dans l'embrasure de la porte, le visage tendu, tenant une hache qu'elle tiendra maladroitement loin de son corps, la lame pointée vers le sol. Candy se lèvera de sa chaise tout en restant immobile, ne comprenant pas ce qu'il se passe. Betty lui dira d'un ton menaçant de ne plus revoir Alan. Ne sachant comment réagir, Candy lui dira qu'au vu de la situation, qu'il vaut mieux qu'elle parte et qu'elle lui déposera Alisa dans la foulée. Mais celle-ci refusera, car ne veut plus du tout la revoir et lui demandera de garder Alisa afin qu'elle l'emmène au cinéma, qu'elle pourra lui déposer le lendemain, et posera la hache contre le mur juste à l'intérieur du salon. Ordonnera à Candy de récupérer le maillot de bain dans la buanderie et se rendra, elle, dans la salle de bain afin de prendre une serviette. À ce moment précis, Candy n'aura qu'une hâte, c'est de sortir de cette maison. Ira chercher le maillot comme convenu et en se retournant, se retrouvera nez à nez face à Betty qui lui dira de ne pas oublier les bonbons à la menthe poivrée, d'un ton plus doux, plus rassurant, et lui tendra la serviette. Et Candy regardera le visage de Betty qui n'aura plus de rage, mais celui-ci sera rempli de douleur et ressentira pour la première fois de la culpabilité, et tout en lui posant la main sur son bras, lui dira à quel point elle est désolée. Mais cette phrase sera le déclencheur. De rage, enlèvera sa main de son bras et la poussera violemment en arrière dans la buanderie, reprendra la hache, la tenant comme une arme en diagonale sur sa poitrine, la lame pointée vers le sol, en criant et répétant qu'elle va avoir un autre bébé, qu'elle ne l'aura pas cette fois-ci. Candy la suppliera de ne rien faire, et les femmes commenceront alors une danse macabre dans la buanderie. Betty arrachera violemment la hache et l'agitera vers le haut, et le côté plat de la lame claquera contre la tête de Candy, qui hurlera à plein poumon d'un son aigu et suppliant, et essaiera d'esquiver ses coups, renversant tout sur son passage. Candy n'aura aucune issue de secours, car Betty se placera entre elle et les deux sorties. Alors que Betty maniera la hache, celle-ci la manquera de peu, et atterrira sur le lino tout en faisant un bruit sourd, puis rebondira en tranchant l'orteil de Candy, qui deviendra folle de rage et reprendra le contrôle de la hache. Betty essaiera de se défendre tout en lui donnant des coups de pied, puis la frappera dans les cuisses. Candy profitera du déséquilibre de Betty, qui luttera pour retrouver son équilibre. Son corps retourné à l'extérieur, Candy lèvera la hache avec ses deux mains et fera tomber la lame à l'arrière de la tête de Betty, qui s'effondrera sur le sol. La tête de Betty dégoulinera de sang, recouvrant tout le lino. Candy glissera. Ce faisant, Betty essaiera de lever la hache, mais sera bien trop affaiblie à cause de la perte de sang. Poussera une nouvelle fois Candy, bien déterminée en lui disant qu'elle veut la tuer, mais Candy continuera de la supplier en criant. C'est alors que les yeux de Betty se mettront à s'illuminer et placera un doigt sur ses lèvres, saisissant la hache de son autre main, et soufflera du fond de sa gorge « Chut !» Et cette susurration résonnera dans le subconscient de Candy comme une alarme psychique qui saisira la hache et poussera le manche contre les jambes de Betty. Les cockers à l'arrière de la cour hurleront. À ce moment précis, Candy ne ressentira plus de remords, de pitié ni de conscience, et s'acharnera sur Betty tout en la frappant avec la hache 41 fois jusqu'à l'épuisement total. Après avoir tué Betty, étant recouverte de son sang, Candy prendra une douche en vitesse afin de s'en débarrasser, mais dans la panique, ne se rendra pas compte qu'elle laissera ses marques sur les murs qui l'entourent. Quelque temps après, Candy sortira de la maison complètement désemparée. L'orteil de son pied gauche, saignant abondamment, le fixera et fouillera dans son sac à la recherche des clés du break. Une fois dans le véhicule, Candy se parlera à elle-même en se disant
Tu es dans la voiture, tu es normal, la voiture est toujours là, tout se ressemble. Lors du trajet, répétera sans cesse un pas à la fois, fais juste une chose à la fois et tout ira bien, mais perdra toute notion de réalité, aura l'impression que son véhicule est immobile, que la ville tout entière a disparu, puis reprendra ses esprits avant d'arriver à son domicile où elle se débarrassera de ses affaires souillées en les mettant dans la machine avant de prendre une petite douche, tout en se lavant les cheveux, remarquera la coupure ouverte à la racine sur le côté droit de son front et s'arrangera pour que cela ne se voie pas. Tout en étant agitée, enfilera un jean bleu de la même teinte que celui qu'elle portait afin de n'attirer aucun soupçon. Puis, une fois la chemise sèche, la remettra et remerciera le ciel qu'elle soit de couleur bordeaux. Et avant de partir, remplacera ses sandales en caoutchouc par une paire de tennis bleus, afin que personne ne remarque l'entaille sur son troisième orteil sur son pied gauche, et serrera fermement ses lacets afin de maintenir la pression du bandage. Puis partira récupérer les enfants. Mais en arrivant sur le parking, le spectacle des enfants étant fini, s'adressera à une copine de la paroisse afin de justifier son absence, tout en lui disant qu'elle est partie chez Betty, que cela a mis plus de temps que prévu car elle discutait. Puis ensuite s'est rendue au centre commercial Target afin d'acheter des cartes postales pour la fête des pères, mais sur le trajet s'est aperçue que sa montre ne fonctionnait plus et qu'elle devait être en retard. Donc, arrivée à Plano, une ville au Texas qui est à 16 km de Willie, a fait demi-tour et qu'elle emmenait Alisa avec eux au cinéma. Et cette excuse l'affirmera à tout le monde, ainsi qu'à son mari, sans que ceux-ci ne lui demandent des comptes. Alors qu'elle se dirigera vers la salle de classe, aura l'impression de boiter et se forcera à marcher droit afin que personne ne remarque de changement dans son attitude, remettra ses cheveux en place devant un miroir et récupérera les enfants. Mais lorsque celle-ci partira, l'une des femmes de la paroisse remarquera avec étonnement qu'elle ne porte pas les mêmes chaussures. Habituellement, en été, Candy porte ses sandales en caoutchouc. L'après-midi le passera dans le brouillard, mais toutefois en faisant comme si tout allait bien. Gérera les enfants et emmènera Alisa au cours de natation. Puis contactera Pat, tout en lui expliquant la même chose qu'aux autres, mais avec un ton inhabituel, ce qui lui paraîtra étrange. Sur le chemin de l'aéroport, Alan tentera de joindre Betty, mais sans résultat. Sur les coups de midi, un livreur déposant un colis sonnera, mais là aussi sans résultat. Vers 4 heures de l'après-midi, Alan tentera à nouveau de la joindre, et après 11 sonneries dans le vide, raccrochera. Et au 410 rue Dog Road, le seul signe que la maison était occupée était le bruit étouffé de la petite Bethany pleurant à plein poumon. Et derrière la maison, à l'arrière-cour, les deux coquers hurleront, mais ces aboiements n'attiseront pas la curiosité des voisins. À l'aéroport, Alan tentera à nouveau de la rappeler, mais à la 7e sonnerie, raccrochera, pensant que Betty devait effectuer la promenade avec Bethany. Arrivé à sa chambre d'hôtel, assis sur son lit, tentera à nouveau de la joindre. Encore une fois, sans réponse. Demandera à l'opérateur de composer le numéro, mais encore une fois, sans résultat. Pensera à ce moment que Betty lui en voulait d'être partie. Mais à 8 heures du soir, celle-ci ne quitterait jamais la maison sans le dire à personne. Donc, afin de s'assurer qu'elle est bien au domicile, contactera Richard Parker, qui est son voisin de palier et aussi l'agent immobilier qui leur avait vendu la maison. Lui expliquera la situation et lui demandera s'il peut aller toquer chez lui. Et celui-ci prendra ça à la légère, se rendra chez les Gore, sonnera, patientera et s'en ira aussitôt car personne pour lui ouvrir, ce qui inquiétera Alan qui, dans la foulée, appellera Candy afin de lui demander si elle avait vu Betty aujourd'hui. D'un ton calme et détendu, lui expliquera l'avoir vue pour récupérer le maillot d'Alisa, que Betty allait bien mais qu'elle avait l'air pressée. Alors Alan lui demandera si elle savait où se trouvait Betty. Celle-ci lui répondra qu'elle devait certainement être chez une amie, mais pour lui c'est impossible, car Betty est bien trop craintive
de sortir le soir. La jolie femme essaiera de le rassurer en lui disant qu'elle est sûre qu'il n'y a rien de mal et lui passera à Lisa. Mais elle non plus n'avait pas le souvenir que sa mère lui ait parlé d'une sortie nocturne. Aussitôt, Candy reprendra la conversation en lui proposant d'offrir son aide, mais refusera poliment en lui disant qu'il demanderait aux voisins. Sur les coups de 10 heures, à l'heure où habituellement Betty se couche, Alan tentera à nouveau de la joindre, mais en vain. Gêné, rappellera Richard afin que cette fois-ci aille vérifier que le véhicule de Betty était bien là, ce qu'il ira vérifier en allant jusqu'à la clôture grillagée entre les deux maisons, ainsi qu'au garage, informera que la voiture est bien là, que le garage est ouvert et les lumières allumées. Ce qu'Alan trouvera bizarre, pensant qu'il est arrivé quelque chose à Bethany, contactera l'hôpital de Plano ainsi que la police de Willie, qui n'auront jamais entendu parler d'une Betty Gore. En raccrochant, Alan se sentira impuissant face à cette situation. Donc, rappellera Richard, mais cette fois-ci lui dira qu'il est vraiment inquiet pour Betty. Celui-ci sera blasé, n'aimant pas cette responsabilité, mais sera surtout effrayé par sa panique. Mais cette fois-ci, en s'y rendant, aura un mauvais pressentiment et informera Alan, qui lui donnera l'autorisation de rentrer dans la maison par tous les moyens possibles, et qui le recontacte sur son numéro de chambre dès qu'il aura du nouveau. Richard raccrochera tout en prenant une profonde respiration, puis trouvera des clés, puisqu'il est agent immobilier, espérant qu'elles correspondent à celles des Gore. De son côté, Alan sera sceptique quant à la détermination de celui-ci qui avait un air hésitant et contactera Jerry McMahon, un voisin habitant de l'autre côté de la ruelle des Gore. Celui-ci en parlera à sa femme, qui ne sera pas du tout rassurée qu'il s'y rende seul, et lui conseillera d'appeler un autre homme afin de l'accompagner. Lester, Kyler, tous deux se rendront accompagnés d'une lampe torche. À cet instant, Richard, sortant de chez lui, un trousseau de clés à la main, sera surpris de voir les deux hommes qui lui expliqueront qu'ils venaient de la part d'Alan. Sur le perron, Richard tentera d'ouvrir la porte avec chacune des clés, pendant que les deux autres trouveront un autre moyen de rentrer. Aucune des clés ne fonctionnera. Soudain, Richard ressentira un frisson, puis la porte s'ouvrira, celle-ci n'étant pas fermée à clé depuis le début. Appellera Jerry et Lester afin qu'ils rentrent dans l'enceinte de la maison. Tous craintifs, n'oseront passer le seuil de la porte, tenteront dans l'entrebâillement de la porte d'appeler Betty, mais en vain. Finalement, c'est Lester qui prendra son courage à deux mains. Puis les hommes rentreront dans le vestibule éclairé par les lumières du salon à droite et la salle de bain à gauche, les portes du couloir étant fermées. Pendant que Richard et Lester vérifieront les autres pièces, Jerry, lui, se dirigera vers la salle de bain et découvrira une substance sombre et incrustée, ressentira qu'il y a quelque chose de mauvais. Les deux autres, eux, ouvriront la chambre de Bethany et entendront ses gémissements. La petite avait le visage tacheté de rouge et de ses propres excréments. De toute évidence, la petite avait été laissée dans son berceau depuis un très long moment. Richard s'empressera de la prendre contre son épaule et se rendra chez lui afin de contacter la police au plus vite. Jerry et Lester, eux, continueront leur inspection, marcheront lentement mais seront conscients qu'une odeur âcre les suit à travers la maison. En ouvrant la porte de la buanderie, seront horrifiés, remarqueront en premier le bras gauche de Betty, gisant dans une mare de sang si épaisse que le bras semblait flotter au-dessus du lino, ses lèvres entr'ouvertes, montrant ses dents de devant, sa bouche disposée en un demi-sourire, sa masse de cheveux emmêlés trempée dans une flaque de sang de couleur noire. L'œil gauche est grand ouvert. Quant à la partie droite de son visage, elle semble avoir disparu. La pièce est recouverte de sang.
Ceux-ci voudront appeler la police, mais au même moment, la sonnerie du téléphone retentira. Au bout du fil, Alan, ne pouvant plus attendre, leur demandera d'une voix tendue et tremblante s'ils avaient retrouvé Betty. Mais Jerry n'arrivera pas à trouver les bons mots de ce qu'il venait de voir, lui dira qu'il craint que cela ne soit pas bon, mais essaiera de le rassurer en lui parlant de Bethany. Alan, confus, lui demandera plus de précision quant à Betty. Celui-ci lui répondra qu'il a comme l'impression qu'elle a reçu une balle dans la tête, ce qui pour lui n'aura aucun sens puisqu'ils n'ont aucune arme à leur domicile. Alan sera abasourdi. Le shérif et ses hommes, arrivés sur place, découvriront en premier lieu sur la table de la salle à manger le journal ouvert affichant le film The Shining avec Jack Nicholson, et dans la buanderie, à quelques mètres de la tête de Betty et à moitié cachée sous le congélateur, une lourde hache avec un manche en bois mesurant environ 1 mètre, cet outil que l'on utilise à la base pour fendre le bois. Dans la salle de bain, en observant la pièce, les policiers supposeront que l'auteur avait tenté de nettoyer la scène de crime, mais que celui-ci avait dû partir dans la précipitation. Au vu des faits, le shérif pensera que le crime n'a pu être commis que par un homme complètement détraqué. Par la suite, les enquêteurs déclareront que la scène était insoutenable. Sans exception, tous les hommes ayant vu le corps sans vie de Betty ont détourné leurs yeux par réflexe, de sorte que les premiers rapports sur les circonstances du décès seront contradictoires et inexacts par la suite. Alan, ne sachant que faire sur le moment, rappellera Candy et lui apprendra la terrible nouvelle. Au bout du fil, la voix de Candy sera brisée et lui demandera ce qui a bien pu se passer. Mais Alan, n'ayant pas plus de précision, lui dira qu'on lui a tiré dessus, que ce sont les voisins qui l'ont découvert. Celle-ci lui demandera des nouvelles de Bethany, mais ne l'entendra même pas, se sentant coupable. Candy, gémissant presque, essaiera de le réconforter. Alan lui demandera de garder Alisa, en lui disant qu'elle ne doit rien savoir. Candy approuvera. Au moment de raccrocher, se mettra à pleurer, trouvant du réconfort auprès de son mari Pat, et resteront éveillés pendant un très long moment en parlant de Betty. Au petit matin, Alan les rappellera afin de leur informer de son heure de vol pour qu'ils récupèrent Alisa par la suite, et précisera à Candy qu'il avait contacté la police, qu'il avait parlé d'elle car se trouvait là-bas dans la matinée de ce 13 juin. Ajoutera qu'ils l'appelleront probablement. À cet instant, c'était la première fois qu'elle y pensait. Les habitants de Willy appelleront Candy à tour de rôle afin de lui apprendre la nouvelle qu'elle savait déjà. Mais au cours d'une conversation, apprendra que la police savait que Betty avait été tuée par une hache, que l'auteur des faits devait être sérieusement malade, et avait un autre élément important. Les policiers avaient une empreinte sanglante. Cette empreinte était le seul détail connu de tous les habitants. Candy se concentrera sur ses tâches ménagères afin de s'occuper l'esprit et profitera de ce moment pour découper ses sandales en plusieurs morceaux à l'abri des regards et les jettera dans une poubelle à l'extérieur. Du côté de l'enquête, Candy, étant la dernière personne à avoir vu Betty vivante, deviendra la suspect numéro 1 dans cette affaire en quelques semaines. La police l'interrogera à maintes reprises, mais sa version des événements de la journée ainsi que sa relation avec les Gore seront toujours énigmatiques. Du moins, c'est ce qu'il semblera, jusqu'à ce qu'Alan admette qu'ils avaient mis fin à leur liaison 7 mois plus tôt. Pour la police, cela serait un très bon mobile pour tuer Betty, ce que Candy ne sera pas en mesure de comprendre lors de ses nombreuses interrogations, mais toutefois sera arrêtée et accusée de meurtre, et pendant un certain temps niera ses accusations. Par la suite, sera libérée sous caution
Toute la population ainsi que l'Église la soutiendra face à cette épreuve, ainsi que son mari Pat, qui sera toujours à ses côtés malgré son infidélité. Ceux-ci engageront comme avocat Don Crowder, un fidèle pratiquant de la paroisse, qui avait fondé son cabinet d'avocats en 70 avec ses associés Jim Mattox, John Allen Curtis, ainsi qu'Helen Carpenter, et connu pour être déterminé et ambitieux. D'ailleurs, avant cette affaire, était connu sous le nom de Crazy Crowder, en témoignage de sa ténacité. Auparavant, n'avait jamais traité d'affaires de meurtre, s'occupait généralement d'affaires en matière de dommages corporels. Donc, l'homme sera sous pression, car de plus l'enquête sera très médiatisée. En se plongeant dans l'affaire, se rendra compte qu'il aura besoin d'aide afin de savoir ce qui a pu déclencher une telle atrocité venant de Candy, et en août se tournera vers le psychiatre Dr. Fred Faison. En lui exposant les faits, Dr. Faison acceptera de la rencontrer afin de lui faire une panoplie de tests, et elle se sentira très à l'aise avec lui. Par la suite, le psychiatre procédera en tout à 3 séances d'hypnose. Don Crowder l'accompagnera ainsi qu'Helen Carpenter jusqu'à Houston pour ses rendez-vous. Le docteur Faison était psychiatre mais aussi un hypnotiseur clinique de premier ordre. Candy réussira le test. De ce fait, Faison pratiquera la séance d'hypnose. Réagissant vite, s'enfoncera de plus en plus profondément. En suivant le son de la voix, Candy lui racontera la journée du 13 juin 1980. Au fur et à mesure, toujours en suivant sa voix, l'épisode où elle se retrouve dans la buanderie, où Betty la bouscule. Candy réagira nerveusement, craintive. Le docteur lui demandera de se détendre, puis Candy exprimera beaucoup de colère, toujours de façon inconsciente, puis se souviendra de l'instant où Betty lui a dit « Chut !» Candy lui demandera d'arrêter tout en criant. Dans la salle d'attente, Helen et Don feront les 100 pas, se demandant bien ce qu'il pouvait se passer à l'intérieur, lorsque soudainement entendront des hurlements étranges, employés d'un ton grave, venant du bureau du docteur, puis plusieurs autres qui s'enchaîneront rapidement, ressemblant aux gémissements lors d'épisodes de cauchemar, et cela ne s'arrêtera pas. Voyant que Candy continue d'exprimer sa colère, Dr. Faison lui demandera toujours sous hypnose si elle se souvient du jour où elle était si en colère. Candy se souviendra avoir 4 ans et dira « Chut ! Chut !» Ce souvenir traumatisant l'avait subi par sa mère, qui, la voyant hurler de souffrance parce qu'elle avait une blessure à la tête, lui exprimait de se taire, tout en lui disant de faire attention au regard des autres dans la salle d'attente, de cesser de pleurer. Grâce à ce processus, nous pouvons désormais comprendre l'importance que Candy porte quant à sa façon de comporter avec les gens, toujours à se justifier de cette crainte quant au regard des autres. Beaucoup de personnes ayant subi un traumatisme étant enfant peuvent se comporter de la sorte. En terminant la séance, Candy n'aura aucun souvenir. Ce seront ses avocats ainsi que le docteur Faison qui lui expliqueront ce qu'il s'est passé et elle s'écroulera en larmes. Ce traumatisme subi en tant qu'enfant est donc la cause de cette rage incontrôlable. Pour le docteur Faison, Candy n'est pas une sociopathe. En octobre 80, Crowder se sentira prêt pour le procès, déclarant à tout le monde que Candy plaiderait la légitime défense. Lorsque celle-ci sera appelée à la barre en tant que témoin, aura l'air d'une faiseuse d'ange. Sur les conseils de son avocat, Candy avait dû changer totalement d'apparence, mais malgré l'encadrement de celui-ci, Candy sera loin d'être un témoin modèle. Sa voix sera rauque et nassillarde, ses manières froides alors que Crowder l'interrogera sur ses enfants, son éducation, ses activités communautaires et religieuses, ainsi que sa relation avec les Gore, donnera des réponses courtes et fonctionnelles, bannissant toute émotion de sa voix.
et racontera le déroulement avec les moindres détails de cette fameuse journée face à la cour. L'immense salle d'audience sera silencieuse. Crowther continuera son interrogatoire, mais la voix de Candy redeviendra monotone. En décrivant la lutte, ses joues trembleront et se mettra à sangloter. Mais craignant que son témoignage paraisse trop répété, Crowther saisira la hache tout en la montrant à Candy et lui demandera si, lorsqu'elle s'est rendue chez Betty, voulait la tuer avec cette hache. Candy lui répondra non, mais celui-ci procédera d'une toute autre manière, ramassera la hache et la placera contre sa hanche droite, tout en lui posant la question. « Mais vous l'avez tuée avec la hache, n'est-ce pas ?» dira-t-il en se tournant vers la barre des témoins. Candy répondra oui, afin qu'il cesse de lui montrer cette arme qui la rend nerveuse, et celui-ci insistera, mais afin qu'elle craque. Candy se lèvera de sa chaise en le suppliant d'arrêter et se mettra à sangloter. Certains jurés auront l'air touchés par sa personne, d'autres seront offensés par ce tour de passe-passe, mais ne verront plus Candy comme une femme froide et impersonnelle. Le procureur Tom O'Connell l'interrogera et fera tout pour déconcerter son récit, mais sans résultat. Alan sera interrogé à la barre et le fait qu'il ne chargera pas Candy lors de son témoignage décevra encore une fois les parents de Betty qui penseront qu'il n'a aucune compassion envers leur fille morte en se comportant de cette manière. Le témoignage de Candy se terminera un vendredi. Le mercredi suivant, le jury entendra les plaidoiries finales et rendront leur verdict l'après-midi même et déclareront Candace Montgomery non coupable. Après avoir été acquittée, Candy quittera le Texas avec Pat et déménageront en Georgie. Le couple divorcera 4 ans plus tard. Candy reprendra son nom de jeune fille, à savoir Candace Wheeler, et deviendra thérapeute familiale. Pat, lui, vit toujours en Georgie et travaille dans le domaine de la technologie de la défense. Après la mort de sa femme, Alan Gore se mariera avec Helen Williams, l'organiste de l'église, et ceux-ci divorceront. Les parents de Betty adopteront Alisa et Bethany. Alan se mariera une 3e fois et déménagera dans le Maine. Lors de l'autopsie de Betty, les résultats révéleront qu'elle n'était pas enceinte au moment de sa mort. L'avocat Don Crowther, qui a défendu Candy avec succès, se portera candidat au poste de gouverneur au Texas en 1986. En 1998, l'homme mettra fin à ses jours avec une arme à feu. Cette histoire est terminée. Je te conseille vivement, si ce n'est pas déjà le cas, de regarder les 2 séries qui traitent cette affaire. Elles existent sur les plateformes Canal+, sous le titre Love and Death. D'ailleurs, c'est celle que tu as pu voir à travers ce contenu, avec la jolie Elizabeth Olsen, et sur Disney+, sous le titre Candy, meurtre au Texas avec la charmante Jessica Biel. C'est tout pour moi, à bientôt.